de la compte. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons avec notre Média Mix, c'est l'essentiel de l'infomédia en images et en 5 minutes avec dans l'actu, le mercato, la suite, Reichmann, Morandini, Berne, mais qui va où? Réponse dans plus clair. TMP, la télévision sur votre mobile, ça y est, les chaînes ont été choisies. 500 journalistes mercredi dernier à Charleville-Mézières pour suivre le verdict du procès Fourniret. Nous étions avec les reporters de la télévision belge RTBF et de la radio RTL. La télévision publique sans pub, dernier rebondissement, la commission Copé est au bord de l'implosion. Nous recevons deux de ses membres, le député PS Patrick Bloch qui veut partir et le producteur Hervé Chavalier qui veut rester. Invitée également Flavie Flamand, elle est sur 2 chaînes en même temps vendredi prochain, Payette sur TF1, Trash sur Série Club. Pourquoi ce grand écart? Elle va tout nous dire. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Sébastien Coé et Cécile de Ménibus, la Webzone, la télé des voisins et l'Observatoire des séries avec le docteur Mamour de Grey's Anatomy en interview et en exclusivité. Voilà pour le menu et on commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus Clair, c'est le Média Mix, préparé par Julien Dugast et Théodore Bourdeau. C'est parti. Qui animera quoi après le mois de juin? C'est la période des paris. Premier bruit, Jean-Luc Reichmann sur France 2. Attendez, on va se lâcher. Que nenni, déclarait vendredi matin dans le Parisien Nonce Paolini, le PDG de TF1, Jean-Luc reste sur la une. En revanche, Jean-Marc Morandini, animateur sur Europe 1 et Direct 8, devrait rejoindre France Télé. Très heureux de vous retrouver. France 5 en l'occurrence pour une émission hebdomadaire produite par Catherine Barma. Voilà donc pour ces images. Service public toujours avec Stéphane Bern qui présentera 5 Prime sur l'histoire cet été sur France 2. Monsieur Bern qui tourne la semaine prochaine un pilote pour la casse quotidienne de 18h ou 19h. Enfin, on vous a déjà parlé du jeu inventé par des Français et diffusé sur ABC aux États-Unis, Duel. Eh bien, ce jeu arrive en France cet été tous les samedis et dimanches entre 19 et 20h. 4e Duel sera animé, c'est une surprise, par Tania Young, présentatrice depuis peu de la météo sur France 2. Je vois bien là qu'on est sur France 2. Et lundi, une main blanche a mis une bonne claque à FBI porté disparu. Je crois savoir pourquoi, regarde ça. Le couple phare de la série Dolmen, Ingrid Chauvin et Bruno Madinier, Il est revenu. et oui, a battu Jack Malone et ses inspecteurs. L'Institut nous ont dit que vous étiez les meilleurs. Une moyenne de 7 400 000 téléspectateurs pour la main blanche sur TF1. FBI n'a pas pu lutter et du coup, la série phare de France 2 perd 1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Ça va faire un pataquès dans toute la région, cette histoire. Mais surtout, TF1 clôt la série noire du lundi. En effet, cela faisait 3 semaines qu'FBI trustait la première place des audiences du début de semaine. Vous pensez à un règlement de compte? Mardi, le CSA désignait les 13 chaînes qui seront disponibles sur les réseaux mobiles, autrement dit, les chaînes que vous pourrez regarder sur votre téléphone dès la fin de l'année 2008. En plus des acteurs habituels du marché, on retrouve surtout un petit nouveau, EuropaCorp TV, le projet de Luc Besson. Mystérieux pour l'instant, même si on imagine qu'on y verra des films. C'est difficile à croire, mais l'affaire de la semaine concerne Cindy Sander. Réagis, Cindy Sander. Cindy Sander qui est au cœur d'une bataille juridique entre un producteur et une chaîne, Trendy Prod qui cherche un diffuseur pour sa télé-réalité sur la recalée de la nouvelle star, bienvenue chez les Sander, et Énergie 12 qui a programmé un documentaire sur Cindy le 9 juin prochain. Il y a une chose où on est d'accord, en tout cas, c'est que ça n'a rien à voir. Il y a un documentaire journalistique qui est l'incroyable ascension de Cindy Sanders, et il y a de l'autre côté une télé-réalité, un projet de télé-réalité, donc ça n'a rien à voir. Le problème de ce documentaire très journalistique, c'est qu'Énergie 12 voulait le découper en 5 pour le diffuser quotidiennement. L'incroyable ascension de Cindy Sander tous les jours à 18h35 sur Énergie 12 du lundi au vendredi. Alors c'est quoi? Alors c'est bienvenue chez les Sander, ça a posé un souci effectivement. Bilan, le tribunal de grande instance a donné raison à Trendy Prod. Du coup, le doc d'Énergie 12 sera diffusé en version 26 minutes le 9 juin et Trendy Prod cherche toujours un diffuseur pour cette télé-réalité. Une chose est sûre, on parle plus de Mademoiselle Sander que de la future nouvelle star. On parle de Cindy, elle est dans l'actualité. Bienvenue chez les Sander, on en a parlé. Ça prend du temps de mettre en place une télé-réalité. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail et on continue à bosser. Je pense que c'est surtout pour faire du bruit, du buzz. L'essentiel, c'est que ça profite à Cindy Sanders.
Depuis lundi, semaine de deuil pour les téléspectateurs néerlandais. Après plus d'1 an à l'antenne de Goudenroei, la cage dorée a disparu des écrans. Ce Big Brother de l'extrême s'est terminé sur une victoire tout en finesse. Grote winnaar dit ja! Au final, ce Jap la Terreur empoche 1 350 000 €. Après 451 jours de captivité dans ce loft survitaminé. Avec ses 10 colocs, Jap la Terreur aura introduit des prostituées dans le jeu, mais aussi participé à des combats de boue ou à des batailles de vomi. Bref, la cage dorée, c'était le programme le plus trash de l'histoire de la télé-réalité, mais aussi un énorme carton d'audience aux Pays-Bas. Clou du spectacle, une fois élu, le gagnant a révélé que, contrairement à ce qu'il avait promis, il ne reverserait pas la moitié de ses gains à une œuvre caritative. La classe. Mercredi, condamnation à la perpétuité de Michel Fourniret et de son épouse Monique Olivier, coupables de 7 meurtres. Fin de 10 semaines de procès très éprouvantes. Difficile aussi à couvrir pour les journalistes sur place. Le jour du verdict, ils étaient 500 à Charleville-Mézières. Ambiance très particulière. Laetitia Krupa a suivi les reporters belges de la RTBF et ceux de RTL. Mercredi, pour le verdict du procès Fourniret, après 2 mois d'audience, toute la presse était à Charleville-Mézières. Dans l'hôtel où sont logés les journalistes télé, nous retrouvons l'équipe de la RTBF, la télé publique belge. C'est elle qui a fait la plus large couverture du procès depuis le début. Donc, la demande de l'éditeur à Bruxelles, c'est 2 sujets pour le Trésor, puisque normalement on n'aura pas le verdict ce matin. Et aujourd'hui, pour donner le verdict, la RTBF pourrait même interrompre ses programmes. Ça devait se discuter en réunion de rédaction à Bruxelles ce matin et voir si on estime que ça a une telle importance qu'il faut ouvrir l'antenne dans le courant de l'après-midi. La journaliste qui est là depuis le premier jour du procès, c'est Marie-Pierre Deguet. Comment vous l'abordez cette dernière journée ? Un sujet de 5 minutes. Je m'attends évidemment à ce qu'il soit condamné, mais je m'attends aussi à ce que les familles, à voir les familles soulagées. Je crois qu'il y aura beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup. Donc... 11h, à peine arrivée au tribunal, Marie-Pierre commence les interviews. Quelques familles de victimes sont déjà sur place. Mais pour les journalistes, la question est de savoir à quelle heure sera donné le verdict. Et c'est le magistrat chargé de la presse qui l'annonce officiellement en fin de matinée. La Cour va reprendre séance aujourd'hui à 15h et elle rendra son verdict. À midi, les télés et les radios donnent l'info en insistant sur l'agitation qui règne dans le tribunal. C'est déjà l'effervescence alors que le verdict n'est attendu qu'à 15h. Vous voyez qu'il règne une grande agitation. Comme au premier jour, l'intégralité des médias accrédités est de retour. Il va y avoir un groupe de 20-30 personnes avec des caméras autour de chaque personne interviewée. C'est la guerre. Difficile en effet de travailler dans cette foule. Le tribunal a accordé pour ce dernier jour de procès plus de 500 accréditations. Et à la mi-journée, les premières tensions se font sentir. On va faire reculer le cordon ou les faire tomber. Sans en avertir leurs confrères, quelques télés se sont réservés la meilleure place à la sortie de la salle d'audience. On est en plein dans la surenchère. Le moins de petits bouts, la moindre petite image est importante, même s'il n'y a pas de fond. À l'extérieur du palais, tous sont déjà postés pour l'arrivée des accusés. Ils sont vraiment nombreux aujourd'hui quand tu vois le nombre de caméras et des photographes. Ça va être un peu... Ça va être la cohue, c'est certain. Ah oui, c'est certain. 14h30, les voitures qui transportent Michel Fourniret et Monique Olivier entrent par l'arrière du tribunal. Une demi-heure plus tard, dans le palais, les journalistes sont finalement logés à la même enseigne. On décale tout ce qui est journaliste. Allez, derrière, on fait une ligne là. Je fais une belle ligne bien propre. Sincèrement, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu une foire pareille, quoi. J'ai que cette longueur-là de perche, il va falloir jouer avec ça. Mais on est plusieurs radios, on va mutualiser les moyens, on va voir comment ça va se passer. 2 micros là, 2 micros volontaires. Je vous préviens, il faut de la longueur de câble. Hein. Guillaume, vous êtes bien là-haut ? Non, pas très, non. C'est assez inconfortable. Je suis plus au perché, mais je suis le plus mal mis quand même. À la sortie de l'audience, seuls les avocats répondront à la presse. Les familles, elles, ont été isolées pour les interviews. C'est une décision attendue, c'est celle qu'espéraient les familles. Monique Olivier et Michel Fourniret ont été condamnés à la perpétuité. Et les interviews vont se succéder pendant plus d'1 heure encore. Dans la salle des radios, les directs s'enchaînent dans une certaine cacophonie. La France a une différence entre lui et elle, mais qu'au fond, elle les considère comme aussi responsables. En fait, quand on a le casque, on n'entend pas trop. Enfin, je sais pas. Si, on entend un peu, mais je pense qu'à l'antenne. 3, 2, 1. Non, c'est essentiel, oui, c'est quoi ? Michel Fourniret et Monique Olivier sont condamnés tous les deux à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais les jurés ont fait un léger distinguo. Pour tous les journalistes qui ont couvert le procès depuis le début, cette dernière
journée de travail est un soulagement. Pour nous, et surtout pour les familles, mais pour toutes les personnes qui ont assisté à ce procès, c'était pénible. Il y avait de l'écœurement pour tout le monde. Rentrer dans leur tête complexe, tortueuse, perverse, enfin c'est je sais pas comment dire, c'est un peu sidérant. Au bout de 2 mois, on comprend toujours pas. Enfin moi je le comprends toujours pas. 19h30, les journalistes télé s'activent au montage de leur sujet pour les JT du soir. Marie-Pierre Deguet, elle, fait son dernier direct de la journée, son dernier direct pour le procès Fourniret. Les familles, a priori, réclameraient au minimum 100 000 € par victime assassinée par Michel Fourniret. L'audience commence à 10h. Comment vous vous sentez au bout de 2 mois? C'est difficile à la fois de réagir aussi en si peu de secondes à quelque chose qui a duré 2 mois. Avec des personnes qui ont pleuré, avec des personnes qui étaient d'une froideur immense, avec des émotions, avec tout ce brouhaha de journalistes les uns sur les autres. C'est un véritable tumulte. Donc tout cela en même temps, c'est vrai qu'on a vraiment envie de souffler, donc je souffle. C'est l'annonce choc qui n'en finit pas d'agiter le PAF, l'arrivée de Julien Courbet sur une chaîne publique, France 2. Lui, le roi des vendredis soirs sur TF1 et des matins sur RTL, le défenseur du consommateur et de l'arnaqué, en lieu et place de Laurent Ruquier à 18h45. Alors pourquoi ce choix de France 2? Comment a réagi TF1? Analyse d'un transfert choc avec Karima Hamzaoui. On le surnomme le Zorro du PAF ou encore le Chevalier Blanc. Après presque 15 ans passés à TF1 et à la tête de Sans aucun doute, spécial problème de la vie de tous les jours. Émission qui réalise en moyenne 30% de part de marché le vendredi soir. Julien Courbet arrivera sur France 2 à la rentrée prochaine, où il animera une émission de conso en access prime time du lundi au jeudi. C'est l'un des transferts les plus surprenants de l'année. Transfert évoqué en premier sur le site internet de 20 minutes. Un coup signé Raphaël Bayot que nous avons rencontré. On savait depuis quelques jours que France 2 se préparait à faire une très grosse annonce puisque certaines sources de la chaîne nous le disaient. Par contre, ils ne voulaient pas tellement nous dire qui c'était. Donc c'était la grosse spéculation du moment. Et finalement, comme souvent dans ces cas-là, c'est le réseau qui a joué. C'est une de mes sources qui m'a téléphoné pour me dire ça y est, c'est Courbet du lundi au jeudi à 19h a priori. Le 17 novembre dernier, nous avions reçu Julien Courbet sur le plateau de Plus Clair où il évoquait entre autres ses envies à la télé. Aujourd'hui, par contre, j'ai envie d'aller sur des choses qui ne soient pas... c'est pas par obligation, mais par... il faut faire du chiffre d'affaires, il faut développer ça. Maintenant, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Lundi, Julien Courbet accorde une interview au journal Le Figaro où il déclare « J'en ai rêvé, France 2 l'a fait ». Depuis silence, l'animateur n'en dira pas plus. Pourtant, une question se pose. Pourquoi le service public recrute un animateur emblématique d'une chaîne privée? Moi, je pense que Carolis, il veut faire comme El Kabbach, il veut dire « osons ». Puisque vraiment c'était une information qu'on n'attendait pas, ce transfert de Courbet de TF1 sur France 2. France 2 et France Télévisions ont un gros problème, c'est qu'en ce moment on parle d'eux surtout pour la suppression de la pub. Suppression de la pub, c'est pas forcément valorisant, donc ils ont besoin aussi d'effets d'annonce. Pour Gérard Louvain, symbole des émissions qui ont fait les beaux jours de TF1, Julien Courbet, c'est plus qu'un bon choix. Oui, je pense que c'est un bon choix. Surtout que Courbet fait du service. C'est beaucoup d'émissions de service. Donc service public, service au public, je trouve que c'est une bonne idée. Et Gérard Louvain n'est pas le seul à penser cela. Le magazine Stratégie, qui publie chaque année un sondage sur l'image de marque des animateurs, classe Julien Courbet en seconde position du présentateur le plus sérieux. On le trouve même convaincant, sympathique et dynamique. Moi, j'ai créé Sans aucun doute avec lui en 88. J'ai eu un peu de mal à l'imposer à TF1 parce qu'on le trouvait trop hâbleur, trop Étienne disait il est très tête de gondole, c'est-à-dire qu'il est très animateur. Mais il a beaucoup de vocabulaire, il est intelligent, il a appris vite, il est gentil avec les gens, même avec les méchants, j'allais dire. Quand il est du côté des méchants, il arrive quand même à être gentil avec les méchants, il est gentil avec les gentils, c'est un bon, quoi. Pour moi, c'est un très bon. L'objectif de Julien Courbet pour l'Access Prime Time de France 2, faire autant, si ce n'est plus que Laurent Ruquier, qui réalise en moyenne 13% de part de marché avec son émission. 13%, je pense que c'est un minimum qu'il puisse faire. Je pense qu'il n'aura pas de problème de faire une part d'audience de 15% si c'est l'objectif qu'on lui assigne. Sur TF1, ils l'ont fait, on va simplifier à peu près le double. L'Access Prime Time est un angle, est un horaire très important pour toutes les chaînes. En tous les cas, ça va être une case qui va être âprement disputée à la rentrée avec des programmes très forts. Il y a 3 semaines, Julien Courbet avait tourné un pilote pour France 2 dans le plus grand secret. La chaîne avait en effet laissé entendre qu'il s'agissait d'un programme pour la TNT. Du côté de TF1, Julien Courbet a été rapidement remplacé, comme le déclare Nonce Paolini, PDG de la première chaîne, dans Le Parisien ce vendredi. Je lui ai trouvé un remplaçant dans la journée, l'heureux élu Christophe Moulin, journaliste sur LCI. Bon courage, Christophe Moulin.
La commission Copé est-elle morte? Depuis 5 mois, ce groupe de parlementaires et de professionnels de l'audiovisuel planche sur l'avenir de la télévision publique sans pub. Ils doivent rendre leur rapport le 25 juin, sauf que cette semaine, ça craque, menace de démission de certains membres, comme le député PS Patrick Bloch, que nous recevons. D'autres veulent encore y croire. C'est le cas du producteur Hervé Chabalier, que nous avons également invité sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce vent de panique? La réforme du service public est-elle condamnée? On va tenter d'y voir plus clair. Patrick Bloch, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire du 11e arrondissement de Paris et membre donc de cette commission Copé. Hervé Chabalier, bonjour. Bonjour. Producteur, PDG de l'agence CAPA et également donc membre de cette commission. Ça fait 5 mois que vous travaillez ensemble. Patrick Bloch, avec les autres membres socialistes de cette commission Copé, vous menacez de claquer la porte la semaine prochaine. Pourquoi ? Pourquoi? Tout simplement parce que cette commission a été mise en place par le président de la République, installée officiellement à l'Élysée pour réfléchir à une nouvelle télévision publique et bien entendu à son financement. Et alors que nous étions arrivés à trouver des modes de financement consensuels, 3 hypothèses de financement visant à nous réunir, tout d'un coup, une intervention radiophonique du président de la République mardi matin a tout bouleversé. Alors justement, pour que tout le monde y voit plus clair, on va juste faire un tout petit rappel. La semaine dernière, la commission Copé avait précisément lancé 3 pistes de financement de la télé publique sans pub. 1, la redevance. 2, des taxes sur les opérateurs de téléphonie mobile. 3, des taxes sur l'électronique grand public. Et mardi, patatras pour le président de la République. Hors de question de toucher à cette redevance. On l'écoute, c'était sur RTL mardi matin. La commission animée par Jean-François Copé, qui réfléchit à un financement alternatif de l'audiovisuel public en France, n'écarte plus aujourd'hui l'hypothèse d'une augmentation de la redevance pour compenser les pertes de recettes publicitaires. Accepteriez-vous cette hypothèse, Nicolas Sarkozy? Non. Non. Pas d'augmentation de la redevance? Non, je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Peut-être le 2 euros. Mais écoutez, oui, c'est toujours comme ça en France. On commence par des augmentations de 2 euros, et puis comme on les fait chaque année, à la fin, ça fait plus que 2 euros. Voilà, pas même 2 euros, on l'a bien compris, c'est un non catégorique. Pourtant, la semaine dernière, la commission s'était prononcée à l'unanimité, au moins pour un aménagement de cette redevance. Donc très clairement, Hervé Chabalier, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le président de la République dit non à la commission Copé ? Bon, d'une certaine manière, il dit non. Ce qui m'intéresse, moi, pour savoir si je vais poursuivre le travail dans cette commission qui a fait beaucoup de bonnes choses depuis le début, c'est de savoir si la Commission réaffirme sa position, c'est-à-dire oui à l'indexation de la redevance, c'est-à-dire que la redevance suive pour le moins le cours de la vie, oui à l'élargissement de l'assiette, c'est-à-dire qu'il y ait plus de gens qui soient soumis à la redevance, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on regarde aussi la télévision sur Internet et il n'y a pas de raison que la redevance ne s'applique pas à ces gens-là. Si la Commission majoritairement, et je pense qu'elle le fera, se prononce solennellement pour ces 2 options. Alors moi, j'ai un deal avec la Commission, pas avec le président de la République. Donc je vais continuer mon travail. Si ça n'était pas le cas, ce que je ne crois pas, évidemment, je partirai. Pour quelle raison? Mais là, visiblement, il n'y touche pas. Il ne veut pas y toucher de quelque manière que ce soit. Mais c'est le Parlement qui va décider. La Commission doit faire ses propositions et penser ce qui est bien pour le service public. Après, il y aura un affrontement politique, et je ne pense pas qu'il sera que gauche-droite, parce qu'à l'intérieur même de la droite, il y a plein de députés, et on le sait à l'intérieur de la Commission, qui sont pour l'indexation de la redevance. On a bien compris qu'il y avait quelque chose de politique derrière, que c'était pas populaire et que tout ce qui est taxe en ce moment, c'est pas populaire. Le président ne veut pas en entendre parler. Pourquoi avoir tout de même tous les deux et tous les membres de la commission travailler sur cette solution, sur cette piste, alors que vous saviez pertinemment que le président dirait non? Non. Je suis désolé. Dans la lettre de mission du président de la République, on nous demande d'avoir de l'audace, de trouver toutes les formes possibles, sans aucune exclusive et sans aucune exclusion, des formes de financement. Et on nous demande aussi, parce qu'on l'oublie toujours un peu, d'essayer d'imaginer et de proposer des solutions pour une modernisation de France Télévisions et pour la mettre sur les rails de l'avenir du numérique. On peut réformer France Télévisions et réformer le service public sans supprimer la pub. Alors ça, c'est la seule chose qui était dans la lettre de mission, qui était on supprime la publicité. C'était notre seule obligation. Et effectivement, c'est pas une petite obligation. Bien sûr, mais effectivement, on peut estimer qu'une chaîne de service public peut ne pas répondre
à la pression de la pub et peut essayer de travailler autrement en dehors de cette contrainte-là. Moi, ça ne me dérange pas trop. Sauf que maintenant, il faut trouver 800 millions d'euros par an. 800, 840, et puis il faut financer les programmes de substitution, puisque les écrans publicitaires vont disparaître. Donc, vous trouvez que c'était une bonne idée, cette réforme ? Ça fait sans doute 1 milliard d'euros. C'est soi-disant une idée de gauche. J'ai recherché dans mes archives, depuis Michel Rocard en 1988, peu importe que ce soit de gauche ou de droite, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de réformer la télévision publique comme ça ? Ma préoccupation essentielle, parce que je pense aux 11 000 salariés de France Télévisions, parce que je pense à tous nos concitoyens qui dépendent de la chaîne de création audiovisuelle. Mon souci majeur, ma préoccupation en rentrant dans la commission Copé, c'est un financement pérenne et durable au niveau souhaité de l'audiovisuel public. Didier Mathus, autre membre socialiste de cette commission Copé et qui menace lui aussi de démissionner, dit « Monsieur Sarkozy veut étouffer le service public ». Il parle même d'assassinat, il y va fort. Est-ce que vous pensez, comme lui, que... C'est ma grande angoisse. C'est-à-dire un étouffement financier et budgétaire progressif qui fait qu'en 2008, on dit on ne touche pas au périmètre. France Télévisions garde toutes ses chaînes et au fil du temps, avec une chute d'audience corrélaire, on revoit effectivement en 2011, en 2012, plus tard, le périmètre de France Télévisions. Est-ce que vous n'instrumentalisez pas cette affaire en menaçant ainsi de démissionner en bloc, en cherchant aussi à rallier les membres communistes de cette commission ? Majoritaire dans ce pays, il y a déjà quelques temps, je veux dire, on avait pris nos responsabilités. On avait réduit de 12 minutes à 8 minutes la tranche horaire de publicité sur France Télévisions. Mais parce qu'à l'époque, on savait que nous n'avions pas les capacités financières de compenser une suppression totale de publicité, nous avions assuré alors un financement durable de l'audiovisuel public. Donc en l'occurrence, c'est cela qui nous guide. Moi je me sens instrumentalisé, par contre, aujourd'hui, par les déclarations du président de la République. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, ces déclarations ne correspondent pas à la lettre de mission qui m'a été donnée pour rentrer dans cette commission Copé. Si on ne peut pas toucher à la redevance, ce que quand même la commission continuera de faire, j'espère, parce que c'est son travail et c'est cette lettre d'émission, si on ne peut pas y toucher, moi j'estime avoir été trompé par rapport à ce qu'on m'a demandé de faire. Et pourquoi vous ne menacez pas de démissionner comme les députés d'abord, moi, socialistes ? je suis professionnel. Je ne suis pas dans cette affaire ni au Parti socialiste, ni nulle part. Je dis simplement que j'ai pris beaucoup de mon temps, et j'ai une entreprise par ailleurs, et d'une manière bénévole, pour essayer de réfléchir avec d'autres à la modernisation et au financement nouveau du service public. Je dis qu'à l'arrivée, les règles ne sont pas les mêmes qu'au départ, et que de ce point de vue, on me trompe. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, vous n'avez pas le sentiment, tous les deux, que finalement, le jour de la remise du rapport, le 25 juin, ce rapport va atterrir dans la corbeille à papier de Nicolas Sarkozy et qu'il va faire ce qu'il a visiblement fait depuis le début dans ce dossier, c'est-à-dire décider ce qu'il veut, quand il veut? Écoutez, le fait est, c'est qu'à un moment donné, il va être rattrapé par son effet d'annonce. Il est en responsabilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut bien qu'il dise à un moment donné, que son gouvernement dise comment on finance l'audiovisuel public. Le travail de la commission Copé, c'était de préparer ce choix. S'il est amené en cours... ça veut dire que c'est mort. Moi, je considère... C'est notre point de vue. C'est notre point de vue. On va essayer de continuer. Hervé est sans doute plus optimiste que nous ne le sommes. Mais je veux dire par là, on voit bien que nous sommes, alors qu'on était à finaliser notre travail dans le mois qui vient, nous sommes torpillés par notre commanditaire. Imaginons que nous soyons mercredi prochain, Patrick Bloch, vous partez ou pas ? Écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, et en fonction des données, si j'ose dire, de la question qui nous est posée, de l'interpellation qui est la nôtre, à l'heure d'aujourd'hui, nous partons. Merci à tous les deux. Merci Hervé Chabalier, merci Patrick Bloch. À suivre le zapping, l'ITV Télé cette semaine, Sébastien Coé et Cécile de Ménibus. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries avec une interview exclusive du docteur Mamour de Grey's Anatomy. La télé des voisins, bienvenue dans la famille de Lindsay Lohan. Et la Webzone avec le blog pas très politiquement correct de la fille de John McCain et bien sûr notre invité Flavie Flament en pleine déprime, mais c'est pour rire, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite comme promis le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine Sébastien Coé et celle qui n'est jamais très loin de lui, Cécile de Ménibus. On regarde. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré devant la télé ? La dernière fois que j'ai pleuré devant la télé, PSG Caen. Pour quel produit accepterais-tu de faire de la pub ? La crème anti-rude. À part la tienne, enfin la nôtre. Quelle émission aimerais-tu présenter ? L'île de l'intentation pour savoir tout ce qu'on ne voit pas.
Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? Céline Balitran et Flavie Flamand. Est-ce que tu trouves que Julien Lepers s'en fait un peu trop? Pas du tout. Non. Pas du tout. Qui parle dans ton oreillette? David Gonner, monsieur facture à 0 €. Dis-moi, mon petit Sébastien, pour quel produit tu refuserais de faire de la pub? Un tampon. Si tu devais écrire tes mémoires, quel titre tu donnerais? Un bon physique de radio. L'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF. La nuit des héros. Avec quel animateur ou animatrice du PAF tu prendrais une douche? À toutes les meufs d'LCI, toutes les meufs d'ITélé. Je sais pas où ils les trouvent. Je sais pas, il y a une fabrique, il y a une usine à journalistes, on n'a jamais vu les mêmes, je sais pas. Toutes. Je prends des douches collectives, je vais au sport, je m'inscris, je prends une carte. Toutes. Est-ce que tu kiffes Ingrid Chauvin? Ah ouais. Ah non, physiquement, je la mets dans la même douche que les filles d'LCI. Je prends une douche supplémentaire, on se serrera. Et si la télé était finalement qu'un objet? Un vibro. Quand t'as pris du plaisir, tu l'éteins, tu passes à autre chose. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Cécile de Ménibus et Sébastien Coé dans la méthode du même nom. C'est tous les jeudis à 22h35 sur TF1. Patrick Dempsey était un comédien en perte de vitesse jusqu'à ce qu'il trouve le rôle de sa vie, le docteur Shepard dans la série télé Grey's Anatomy. Depuis, chacune de ses apparitions déclenche l'hystérie. Dr Mamour est devenu l'un des acteurs les plus bankable d'Hollywood. À Paris, il est venu faire la promo de la dernière comédie romantique dont il est le héros, le témoin amoureux, et Vincent Calvet l'a rencontré. Ne cherchez pas, Patrick Dempsey est aujourd'hui l'acteur le plus demandé quand il s'agit de tourner une comédie romantique. La preuve avec le témoin amoureux dans les salles le 18 juin prochain. Patrick Dempsey est un séducteur qui réalise qu'il est fou amoureux de sa meilleure amie au moment où celle-ci décide de se marier avec un autre. Will you be my maid of honor? Your maid of honor. Le comédien est venu à Paris pour faire la promo de ce film qui repose entièrement sur ses épaules. Quand on m'a proposé ce film, il n'y avait pas encore de réalisateur prévu. C'était donc l'occasion pour moi de monter un projet de A à Z et de donner mon avis sur le choix du réalisateur et des comédiens. Cela veut dire que le film s'est fait uniquement parce que vous avez dit oui? Tout à fait. Ce pouvoir, il le doit à ce rôle, celui du docteur Shepard dans Grey's Anatomy. Enfin, docteur Mamour, quoi. Super. Depuis 3 ans, ce comédien est devenu le fantasme officiel de millions de téléspectatrices. Pendant longtemps, je n'avais rien à sex symbole, donc là, je peux en profiter. C'est drôle. Mais cela s'explique surtout par les personnages que j'ai interprétés. Et en fait, rien de plus. Mais la carrière de Patrick Dempsey n'a pas été un long fleuve tranquille. À la fin des années 80, il est un jeune acteur montant qui tient le premier rôle dans plusieurs comédies pour ados. Mais dans les années 90, sa carrière ralentit et Dempsey est alors considéré comme un has-been. Quand tu te fais rejeter de partout, c'est difficile de rester optimiste. Et là, tu te demandes souvent pourquoi tu fais ce métier. En fait, je ne sais rien faire d'autre, donc je ne pouvais pas abandonner. Après avoir raté l'audition pour tenir le rôle principal de la série Dr House, il est finalement engagé dans une autre série médicale. Quand j'ai tourné le pilote, je ne savais même pas si ça allait passer à la télé. Après 4 saisons diffusées aux States, Dempsey a aujourd'hui Hollywood à ses pieds et il compte bien en profiter. Désormais, je veux plus m'investir dans la production. J'ai envie de monter des projets autour de gens qui m'inspirent et qui puissent me faire encore évoluer. Voilà la prochaine étape pour moi. On peut donc retrouver Dempsey tous les lundis soirs sur TF1 et à partir de mi-juin dans les salles. Profitez-en, il nous a assuré que ses prochains films ne seront pas des comédies romantiques. Cet après-midi sur France 4, on pourra découvrir les premiers épisodes de Ben et Thomas, l'histoire de 2 ados passionnés de skateboard. T'as failli te viander près de la voiture rouge. Bon, j'ai été trop vite, c'est tout. Et la roue s'est accrochée, c'est vrai. Une série sur le skate, c'est une première et on doit cela à John Carnoy, un réalisateur américain installé à Paris et qui a signé plusieurs fictions en France. L'idée, c'était que moi j'ai vu en France qu'il y avait plutôt des séries de jeunesse que moi j'ai dit, j'ai pas senti que c'est ma vie que j'ai vécue quand j'étais jeune. J'ai fait Sous le soleil comme réalisateur. Et c'est vrai, c'est un genre de rêve presque pour des gens. Et là, je vais faire vraiment réaliste. La difficulté ici, c'était de faire en sorte que les principaux comédiens ne se cassent rien tout au long du tournage.
c'était une discussion tout le temps sur le côté s'il tombe, ça peut casser toute la série. La mentalité d'un skater, rien n'était impossible de skater. Les skaters sont assez un peu comme Jackass. Ces gens qui sont un peu fous. Si ces histoires d'ados auront du mal à intéresser les plus de 16 ans, elles devraient convaincre certains jeunes d'aller rider sans complexe. Au mois de mai, plusieurs séries américaines nous ont prouvé qu'elles avaient un cœur gros comme ça. Voilà un message diffusé à la fin d'un épisode de la sitcom Comment je l'ai rencontré. We're having an auction to raise money for the Children's Hospital of Los Angeles. You can get a ton of cool stuff from the show and it's all for a great cause. Thanks. Cette œuvre d'art s'est ainsi vendue pour de vrai à $1,100, pas mal. La tenue de baseball portée par Naomi Campbell le temps d'une apparition dans Ugly Betty a été aussi vendue aux enchères. Elle a rapporté $555 à une association. Mais la palme du don de soi revient à la comédienne Eden Pantier. Dans la vraie vie, la pom-pom girl de Heroes a une mission, sauver les baleines. Cette semaine, on pouvait s'offrir sur eBay un cadeau très spécial, une journée en bateau avec Eden afin d'admirer des baleines. L'enchère s'est close cette nuit. L'heureux gagnant n'a pas hésité à sortir $9,100 de sa poche, tant que c'est pour la bonne cause. Vendredi prochain, on la retrouve sur TF1 pour un prime, la chanson de l'année, la Flavie Flament-Payette que l'on connaît. Le même soir, elle sera sur Série Club pour présenter le hit des séries dans des sketchs déjantés. Une Flavie Flament déprimée qui se saoule pour oublier ses déboires professionnels et se console avec une poupée gonflable. Autodérision bien sûr, un pied de nez à ses détracteurs. Décidément, cette année, Flavie Flament n'est jamais là où on l'attend, mais où va-t-elle justement? On va lui demander, puisque Flavie Flament est notre invitée. Pour l'instant, j'arrive ici. Salut Charlotte. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Les chansons de l'année sur TF1, c'est vendredi. Le hit des séries sur Série Club à l'occasion de les 15 ans de la chaîne, de lundi à vendredi prochain. 2 émissions en même temps, vous faites fort, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de concurrence entre les animatrices, vous faites concurrence à vous-même. Mais oui, c'est un hasard total, on a réalisé ça en fait quand on a pris conscience que les émissions étaient programmées ensemble, juste un soir effectivement de concurrence. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est plutôt amusant. 2 émissions dans 2 styles très différents, radicalement différents. On va commencer par l'émission en direct, 20h50 sur TF1, la chanson de l'année, c'est la 5e édition. C'est la 5e, je me demandais en venant, d'accord. Et ce sera l'élection donc du titre préféré des Français. Format plutôt habituel pour vous, mais on a vu cette année que c'était de plus en plus difficile de rassembler des téléspectateurs autour de ce genre de prime. Alors, la chanson de l'année, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment un événement installé chaque année qui réunit beaucoup de téléspectateurs. J'espère qu'il y en aura pas mal, évidemment, vendredi soir. Mais toujours est-il qu'on parle aujourd'hui beaucoup des scores des variétés. Je pense qu'il y a un vrai chantier à faire sur les variétés. Il y a une vraie remise en question de plein de choses. Moi, ça fait 3 ans que je me pose certaines questions quant à l'animation ou à la façon dont on pourrait agencer les émissions. Il n'empêche que, mine de rien, j'ai fait faire des calculs parce que je m'intéressais quand même à tous les scores dont on parlait. Et on a réuni quand même cette année 5,2 millions de téléspectateurs en moyenne, 32% de part de marché sur les ménagères. Donc on est au-dessus en fait des parts de marché globales sur les primes de TF1. Donc effectivement, je pense qu'il y a plein de choses à faire en variété, mais la variété, c'est une vieille dame qu'il faut botoxer de temps en temps, qu'il faut relifter, à qui il faut redonner un petit coup de fouet et on va s'y employer. Est-ce que vous en avez discuté avec TF1? Vous dites que vous réfléchissez depuis 2-3 ans aux modifications qu'on pourrait apporter pour donner de l'avenir à ces émissions de variété. On discute toujours avec TF1. Là, on est vraiment dans une volonté de renouvellement du direct, par exemple. Je pense qu'il faut qu'on événementialise encore plus. Je pense qu'en termes de programmation, il faut qu'on ouvre un petit peu plus. C'est ce qu'on fait sur la chanson de l'année. On va recevoir des artistes qui n'est pas toujours sur les plateaux de TF1. Thomas Dutronc, Yael, Renan Luce. Oui, il y a tous les styles. Voilà, il y a plein de styles différents. En tout cas, là, le public va avoir l'occasion de vous découvrir sous un autre jour dans le hit des séries que vous présentez donc sur Série Club. Vous avez imaginé des sketchs surprenants. On vous connaissait pas comme ça. On va regarder. C'est moi. On va regarder les images. On en parle après. D'accord. Oh non, ma bouteille de pinard. Et mon saucisson. Non, mes bonbons. Non mais t'es gonflée tout de même. Mais pourquoi t'as fait ça, maman? Pourquoi t'as touché à toutes mes affaires? Pour ton bien, ma chérie, pour ton bien. Pour mon bien? Ben oui. J'ai vu tes dernières photos dénudées dans la presse. Oh, c'est chef-d'œuvre en péril. À ce rythme-là, tu vas finir ma grande sur Cuisine TV.
Flavie Flament qui se met en scène. Alors, votre mère découvre des photos de vous dans la presse, vos copines vous lâchent, vous avez un chien, une poupée gonflable pour seul compagnon. Je vais voler un chien sur une aire de parking. C'est vos seuls compagnons. Et je vais m'acheter une poupée gonflable et j'en fais ma meilleure copine, elle s'appelle Pamela, elle finit par me gonfler. Une carrière qui stagne, alors évidemment c'est de l'autodérision. Quelle est la part de vrai là-dedans ? Ah ben il y a pas grand-chose de vrai. Alors la part de vrai, c'est que j'ai parfois vraiment une sale gueule. Oui, j'ai des cernes. La part de vrai, c'est dans l'écriture aussi. C'est j'aime écrire. Oui, j'aime rire aussi. J'aime déconner. J'aime surtout rire de moi-même. Et j'irais même de Flavie Flament. Alors je vous la fais pas à la Alain Delon, mais pour moi il y a une vraie dissociation entre Flavie et Flavie Flament, ce personnage. Et j'aime rire d'elle et je ris d'elle en permanence et de tout ce que l'on peut dire. Mais très clairement, voilà, c'est un pied de nez à tous vos détracteurs, à tous ceux qui vous disaient, par exemple, en perte de vitesse professionnellement. Ouais, en perte de vitesse professionnellement, dépressive, lâchée par tout le monde. Alors professionnellement, tout va bien, mais je me suis jamais autant éclatée. TF1 ça va très bien sur TF1. Je pense qu'aujourd'hui TF1 traverse une période qui est assez intéressante parce que c'est un véritable chantier qui s'annonce. Et je suis ravie de pouvoir assister à ça et participer à ça aussi. Donc il y a plein de réflexions sur différentes choses. Dans la production, son de style, le petit programme que vous aviez présenté en mars et en avril, ça va reprendre. Oui, ça reprend dès le mois de septembre. On rentre en tournage là. C'est vachement marrant à faire. Et puis en plus de ça, c'est vrai que 2F Prod produit aussi le programme. Donc votre société de production. Donc du coup, c'est plutôt assez agréable. C'est complètement différent. Grosse émission sur TF1, un prime cet été. Deux primes cet été. Comme quoi la variété n'est pas morte. On a 2 primes de variété cet été, en juillet et en août. On va essayer d'installer ce programme estival qui s'appelle Toute la musique qu'on aime. Et puis le mois de septembre, avec tous ses projets, tout son travail. Et la télé, c'est pas que l'antenne. Voilà, on a souvent tendance à penser que c'est juste quand il y a le rouge sur la caméra et qu'on est diffusé. C'est aussi tout un travail qui est passionnant en dehors de l'image et en dehors des écrans de télé. Dans le sketch que l'on a vu là, que vous avez fait pour le hit des séries, votre mère est affolée par des photos de mode extrêmement sexy qui sont parues dans un magazine papier glacé. Alors ça nous rappelle étrangement quelque chose. Quoi? Des photos qui seraient parues récemment. Vous parlez des photos de gala et du très joli sujet de beauté qui a été fait de 30 pages de gala. C'était un numéro spécial beauté qui est paru le 16 avril. Ah mais ça je ne savais pas, Est-ce que vous vous attendiez à autant de réactions? Ça a été un peu Flavie Flament, celle par qui le scandale arrive. Bah oui, mais vous voyez, à un moment donné, on se demande si on peut juste de temps en temps marcher tranquille, faire ce qu'on a envie de faire. Elisa Tovati l'avait fait l'année précédente, Hélène de Fougerolles l'avait fait l'année précédente. On n'en a pas forcément entendu parler, en tout cas pas dans ces termes-là. C'est pas toujours évident, ceci dit, de se mettre à nu. Mais ça a été super compliqué parce que les choses se sont faites naturellement. Ça s'est décidé comment? Au début, avant le reportage? Mais pas du tout. Pas du tout, mais c'est pendant le reportage. C'est comme Emmanuelle Béard, sans comparaison aucune sur notre poitrine, mais c'est comme Emmanuelle Béard quand elle fait la couve de Elle et qu'elle raconte que cette couve, dont on n'a pas fait non plus scandale, qu'elle raconte qu'à un moment donné c'est spontané et puis vous avez une complicité avec le photographe, vous êtes dans un rôle bien précis qui est un rôle de mannequin. Ça fait toujours plaisir après 2 enfants qu'on vous propose d'aller faire ce genre de truc. Et voilà, et puis les choses se font naturellement. Et quand j'ai sélectionné les photos, parce qu'elles ont toutes été sélectionnées, je n'ai pas imaginé une seconde, mais ça laisse pas les téléspectateurs et les lecteurs insensibles, ceci dit. Non, mais en même temps, j'ai pas imaginé une seconde parce que j'étais vraiment dans le trip et dans la dynamique de ce reportage que, en plus, attendez, le public a trouvé ça super beau, le magazine s'est super bien vendu et j'en suis ravie. Ce qui est vrai, c'est que la presse télé ne vous lâche pas. Dernière une de Téléstar, Virginie Efira, celle que veut absolument TF1, qui fait trembler toutes les animatrices. Vous fait-elle trembler? Concernant Virginie, que je connais en plus et que j'aime beaucoup, parce qu'on est quand même les 2 seules filles à présenter des primes. On a souvent été comparées l'une et l'autre depuis toujours. Alors après, Claire Chazal, Laurence Ferrari, la guerre des blondes, maintenant du divertissement. Et ensuite, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier. Et je sais pas si vous vous rendez compte ou si vous réalisez ça, mais à chaque période de fin de contrat ou à chaque période de renégociation de contrat ou à chaque fin de saison, il y a des bruits et des rumeurs et on monte les trucs en épingle, les machins. La rumeur était à peine arrivée à mes oreilles que j'avais déjà un appel de TF1 me disant attends, juste intox total, tout va très bien, on a nos émissions. J'ai même pas eu à demander le moindre démenti de la part de TF1 puisqu'ils l'ont fait d'eux-mêmes. Donc c'était il y a belle lurette, donc Téléstar est un petit peu en retard aussi. Un petit mot sur The Singing Bee qui est tombé à l'eau. C'est une émission qui devait être donc l'adaptation du jeu américain de karaoké. Votre nom avait circulé avec celui On a fait un pilote. Voilà. On a fait un pilote avec la gaffe et le jeu a été abandonné par la chaîne. Voilà. Vous savez pourquoi? Visiblement, je pense qu'il y avait
quelques ressemblances avec le jeu de Nagui sur la 2. N'oubliez pas les paroles. Je pense qu'ils n'ont pas forcément considéré que le programme était assez fort et le concept assez fort pour le mettre à l'antenne. Pour moi, c'était une expérience géniale parce que j'avais jamais fait de jeu. Donc je me suis essayée à l'exercice et ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai pris vachement de plaisir à le faire et visiblement, on va refaire encore quelques pilotes à la rentrée, je pense. D'accord, donc c'est pas complètement mort. Singing Bee. Singing Bee, oui, mais morte, vous avez d'autres. Mais il y a sûrement d'autres projets de jeu, oui. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de succès avec ce Prime, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Si vous lisez la presse People, vous connaissez Lindsay Lohan. Cette actrice a le talent de faire toujours parler d'elle, jamais pour ses films, toujours pour ses frasques. La chaîne américaine E! Entertainment a eu l'idée d'un programme sur elle, mais sans elle. Dans Living Lohan, on ne la voit pas. On suit sa mère, qui n'est autre que son manager. La vie chez les Lohan est-elle aussi barrée que chez les Hilton, aussi trash que chez les Osbourne? Réponse en images avec Vincent Calvé. Lundi soir, sur la chaîne américaine E! Entertainment, la famille Lohan nous a invités chez elle. Living Lohan, c'est une toute nouvelle émission de télé-réalité, soit le quotidien de la famille de la comédienne Lindsay Lohan. Il y a d'abord Dina, elle est maman et manageuse à la fois. There's nothing more important than family to me. Next question. Il y a la petite sœur, Ali, elle voudrait aussi faire carrière dans le showbiz. Il y a aussi le petit dernier, Cody, et la grand-mère, Nana. Évidemment, la grande absente ici, c'est Lindsay Lohan. Elle n'apparaît pas dans cette télé-réalité. Sa maman a convenu que ce ne serait pas bien pour sa carrière. Même quand elle l'a au téléphone, on n'entend pas sa voix. Hi, honey, it's mommy. All right, honey, love you. All right, bye. Lindsay Lohan s'est surtout fait connaître dans la presse à scandale. La comédienne est tout le temps épiée par des paparazzis. Pas étonnant donc que le matin, chez les Lohan, on scrute tous les tabloïds, histoire d'avoir des nouvelles de Lindsay. Oh God. Everyone's talking about Lindsay's intervention. This is so stupid. D'ailleurs, cette famille vit dans la hantise des paparazzis. C'est le cas de la maman. There's got to be boundaries with these people, the paparazzi and everything. There's just got to be more boundaries set. Du petit dernier. I'm happy that Allie's following her dreams, but I don't like that there's going to be paparazzi and having to deal with it again. Et même de la grand-mère. The paparazzi have been to my house. They have knocked on my doors. They've had the dog barking his head off. Living Lohan est un nouvel exemple de célèbre reality, soit une télé-réalité qui met en scène des pseudo-célébrités. Les pionniers en la matière, c'était les Osbourne sur la chaîne MTV. Depuis, on ne compte plus les has-beens et autres starlets qui ont tenté l'aventure. On va montrer toujours une espèce d'échéance, ou en tout cas des coulisses difficiles de la vie de célébrité. C'est ça qui fait le sel du truc. Oh, fucking hell. Donc je joue mon personnage que tout le monde attend. Si je suis alcoolique, je suis un peu alcoolique. Si je suis nymphomane, je suis nymphomane. Si je suis complètement décadent, je suis décadent. Et donc, ils acceptent de jouer ce rôle-là. Des émissions qui se suivent et se ressemblent. La preuve, lundi soir, après Living Lohan, était diffusée sur la même chaîne une autre nouvelle célèbre reality sur une comédienne dont la carrière bat de l'aile, Denise Richards. Son titre, Denise Richards, It's Complicated. C'est vrai que ça n'a pas l'air simple. Dans la famille McCain, je demande la fille, personnage surprenant de la campagne présidentielle américaine, aussi débridé que son républicain de père et sage. Meghan McCain se lâche sur son blog, un journal de bord post-pubère que John McCain avoue ne pas tout à fait comprendre. Meghan, que l'on compare à Paris Hilton, s'en moque, c'est sa campagne à elle. Extrait avec Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone? Alors qu'Hillary Clinton et Barack Obama se disputent toujours l'investiture démocrate à la présidentielle américaine, le candidat républicain John McCain, déjà qualifié, lui, peaufine sa com. Et pour l'épauler, voici sa fille, Meghan. I'm tired, come here. I'm tired. À 23 ans, fraîchement diplômée en histoire de l'art, la peroxydée Meghan McCain a rejoint l'équipe de son papa à sa manière. So mom and dad are both here out on the road, and it's nice to have her back out. It brings another little feminine touch to the campaign trail. Meghan tient un blog super tendance sur le net, photos de meetings, playlist de ses chansons préférées et surtout plein de vidéos en guise de journal intime de campagne. In the next few days, somebody's life is going to change and history is going to be made. And it's just really incredible to be sitting here, living it, watching it, and now sharing it with all of you.
Évidemment, Papa McCain apparaît toujours cool, énergique et super sympa dans ses vidéos. My dad grilled his famous ribs and chicken for them, and it was a really fun experience. Et ce n'est pas la première fois que la fille d'un homme politique américain occupe l'espace médiatique. Nettement plus policée, on connaissait déjà Jenna, la fille de George Bush, ou Chelsea, la fille d'Hillary et Bill Clinton. Quant à Barack Obama, une chose est sûre, ses petites filles sont encore un peu jeunes pour tenir un blog. I'm Barack Obama, and I approve this message. Merry Christmas. Happy holidays. À part ça, dans la webzone, dans la nuit de dimanche à lundi, la sonde américaine Phoenix s'est posée sur la planète Mars. Pendant 3 mois, Phoenix va gratouiller le sol de la planète rouge à la recherche de traces éventuelles de vie passée. Sur le net, on peut se tenir au courant minute par minute des états d'âme de la sonde sur ce mini-blog. Et sur le site de la NASA, des photos prises par Phoenix sont mises en ligne tous les jours. Pas grand-chose à se mettre sous la dent à la surface de la planète rouge, mais une carte postale qui parcourt les 711 millions de kilomètres entre nous et Mars, ça n'a pas de prix. Enfin, dans la webzone, pour faire la promo de son nouvel album, le groupe de rock américain Weezer a tout misé sur ce clip. Un clip qui remixe les plus grands hits des vidéos virales qui circulent sur le net. Par exemple, la vidéo culte des Daft Punk et le remix de Weezer. Le record débile des 155 t-shirts portés par un seul et même homme, remixé aussi. Quant à Chris Crocker, le fan hystéro de Britney Spears, il apparaît même en guest dans la vidéo de Weezer. Un clip qui signe l'entrée des stars du web au panthéon de la pop culture américaine. Et pour le groupe, un clin d'œil qui rapporte. Mis en ligne depuis une semaine, le clip de Weezer a été visionné près de 4 millions de fois. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.